8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec vous, Jérôme Guedj. Bonjour, Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne. On va, comme tous les jours, balayer toute l'actualité, évidemment. Et je voulais qu'on commence par le match d'hier soir, France-Israël. On est en Europe, on est en France, en 2024. Et pour sécuriser un match France-Israël, il faut 4000 policiers et gendarmes. Qu'est-ce que ça dit de la période que l'on est en train de vivre ? Ça dit la tension et la crispation, évidemment. Ça dit malheureusement que ce qu'on voulait éviter, ce qu'on était nombreux à vouloir éviter, à savoir l'importation du conflit sur le territoire national, a été rendu impossible par toutes celles et tous ceux qui estiment précisément que plutôt que de chercher des points de concorde et de rassemblement, et on devrait pouvoir les trouver sur ce sujet-là. Ils sont les mêmes depuis le début. La demande de la libération des otages, le cessez-le-feu, la protection des civils palestiniens, et la recherche d'une solution politique, y a plutôt certains qui cherchent de la surenchère et qui vont y compris le chercher dans le sport. Voilà, ce n'était que du sport. Hier, j'étais au stade, moi je tenais à y être. C'était un match très ennuyeux, footballistiquement parlant, hormis ce gardien israélien qui était très fort, la Peretz. Mais surtout, ce qui était triste, c'était de voir un Stade de France quand même très vide. Il manquait des gens pour supporter l'équipe de France. Peut-être que d'ailleurs, si elle avait été plus et mieux supportée, elle aurait réussi à trouver le chemin de la lucarne. Donc c'est un sentiment mitigé. Il fallait y être pour nous rappeler que ce n'est que du sport, pour dire que tous les appels au boycott, c'est jamais une bonne chose. Voilà, je suis contre les formes de boycott, de mise au banc. J'ai des désaccords majeurs avec Benyamin Netanyahou. La veille, je protestais, y compris dans la rue, avec toutes celles et ceux qui, à gauche notamment, s'insurgeaient de la politique de l'extrême droite israélienne, de Smotrich ou de Ben Gvir, puisqu'il avait envisagé de venir à un gala. Donc on peut avoir cette position, avoir des désaccords majeurs avec le gouvernement israélien, mais ne pas mettre au banc des nations les sportifs israéliens, les artistes, les universitaires. Je suis contre tous les appels au boycott dans le champ universitaire, des relations avec les intellectuels, les chercheurs israéliens. On doit au contraire maintenir ce lien avec la société civile israélienne qui, pour une partie d'entre elles, est très mobilisée elle aussi. Il y a eu à Amsterdam de véritables chasses aux juifs. Le Premier ministre néerlandais a parlé de la surreprésentation de jeunes issus de l'immigration dans ce qui s'est passé à Amsterdam. Est-ce que ça vous surprend ? Est-ce que ça vous a surpris ? Est-ce que vous l'avez entendu, le Premier ministre néerlandais, dire ça ? Non, mais moi, ce qui m'a d'abord atterré et désespéré, c'est qu'à nouveau, pour du sport, avec les débordements qui sont inhérents aux sportifs, il y a des hooligans et donc des crétins parmi les supporters israéliens comme parmi les supporters de l'Ajax. C'est pas ce qui s'est passé à Amsterdam, là. Non, mais au-delà. C'est pas des affrontements. C'est bien ce que je dis. Oui. Je veux dire que ça, c'est malheureusement des affrontements. On en a régulièrement dans le sport et singulièrement, surtout d'ailleurs dans le football. En effet, il s'est passé considérablement autre chose à Amsterdam, puisque on est allé faire de manière indifférenciée la poursuite, la chasse à des supporters. Et moi, cette image restera gravée de manière indélébile d'une personne qui, au sol, en train de se faire tabasser, comme protection, qui est obligée de dire « je ne suis pas juif ». Voilà. En arriver là, pour moi, c'est l'échec majeur. Il n'a pas dit « je ne suis pas un supporter du Maccabi », il n'a pas dit « je ne suis pas israélien », il a dit « je ne suis pas juif ». Ce qui ne veut pas dire que dans les deux autres cas, ce serait une circonstance atténuante. Et je suis outré par celles et ceux qui, là aussi, ont exprimé des circonstances atténuantes en disant on pourrait lyncher, en gros, parce qu'on est un soutien d'Israël, parce qu'on serait un soutien du génocide, ou parce que... Voilà, sur la surreprésentation de jeunes issus de l'immigration, je ne vous ai pas entendu. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je ne fais pas d'essentialisation je peux constater les choses, mais vous voyez précisément, à chaque fois qu'on dit qu'on s'adresse à telle ou telle catégorie de la société en disant c'est parce que vous êtes juif, c'est parce que vous êtes musulman que vous devez avoir telle attitude ou que vous avez telle ou telle attitude, je pense que c'est un échec. Et c'est d'autant plus nécessaire, pour le coup, de ne pas alimenter ces assignations identitaires des uns et des autres. Et ça va permettre de régler le problème si on ne décrit pas la réalité ? Mais moi, je décris la réalité, j'ai pas de problème. Si votre question est de savoir, est-ce que parmi les différentes formes d'antisémitisme, il y a, à côté de l'antisémitisme traditionnel de l'extrême droite, un antisémitisme qui existe dans le monde arabo-musulman. Oui, ça existe. Et ce serait une erreur que de dire que ça n'existe pas. Voilà. Mais réduire la position des uns et des autres uniquement ça, c'est pour ça que moi je veux pas qu'on s'adresse. Je n'aime pas quand on s'adresse
aux citoyens français, moi je suis un député de la nation, en disant vous devez penser ceci parce que votre origine culturelle ou religieuse devrait vous amener à penser ça. C'est ce qu'avait tenté de faire Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est ce que je exactement. C'est ce qu'avait fait Jean-Luc Mélenchon. Il l'a fait clairement. Ça s'appelle de l'essentialisation. Considérer que on ne parle pas comme citoyen, comme député, comme homme de gauche. On parle d'où on vient. Voilà. Moi, quand je m'exprime dans le débat public, je m'exprime pas parce que je suis juif, comme je ne pense pas quand je m'adresse à quelqu'un qu'il va entendre tel ou tel argument parce qu'il est catholique ou parce qu'il est musulman. Ça, c'est la logique d'essentialisation, c'est la logique de communautarisation, c'est le contraire de l'universalisme républicain. Et quand on joue avec ça et qu'on a un responsable politique, alors on tourne le dos à justement cette histoire républicaine du pays, à la laïcité et surtout on tourne le dos à l'esprit de concorde. Et moi, c'est ça qui m'inquiète le plus parce que à chaque fois qu'on segmente la société, eh bien, on pose les jalons de la conflictualisation. Jérôme Guedj, député PS de l'Essonne, invité de la grande interview CNews Europe 1. Le constat de la ministre de l'Éducation, Anne Genetet, sur l'école est inquiétant. Elle s'exprime dans le Figaro. Elle dit qu'il faut rétablir l'ordre, avant même de parler de savoir, elle dit qu'il faut rétablir l'ordre à l'école. Depuis 3 ans, le nombre d'incidents graves déclarés dans nos établissements a été multiplié par 2. Elle dit qu'il y a de plus en plus de violences à l'école primaire. À l'école primaire, on a entre 6 et 11 ans. Comment en est-on arrivé là ? Moi, je ne veux pas réduire l'école à ces questions-là, qui sont essentielles. On entend des remontées d'inquiétude sur le respect de l'autorité. C'est la ministre de l'Éducation nationale. Vous avez raison, mais la ministre de l'Éducation nationale, elle doit d'abord et avant tout se poser la question du fonctionnement de ce grand et nécessaire service public de l'éducation. On ne peut pas avoir un budget en préparation et qui sera adopté à coup de 49.3 avec 4000 postes d'enseignants potentiellement supprimés et après s'émouvoir de la question de l'ordre. Parce que des enseignants, des adultes, de la présence dans l'établissement, c'est la transmission des savoirs, mais c'est aussi les conditions d'ordre et de sécurité. Donc, les enseignants, il faut qu'ils puissent avancer sur les 2 jambes. La question du respect de l'autorité, elle est indispensable et je serai toujours le premier aux côtés des enseignants. Quand je vois encore hier une élève qui gifle un enseignant, là, j'ai failli dire tolérance zéro, c'est-à-dire rappel qu'il ne peut pas y avoir de conditions d'enseignement sans le respect de l'ordre. Ils ont pas cédé du terrain eux-mêmes, les professeurs, sur le respect, sur l'autorité, en acceptant de se laisser tutoyer, par exemple. Non, mais je ne veux pas avoir une vision vintage. Et si moi, j'ai, à une époque, tutoyé des enseignants et le respect pouvait être concomitant. Voilà. Donc il peut y avoir une proximité sans altérer le respect des valeurs, le respect de l'autorité. Mais encore une fois, faisons attention à ne pas réduire la mission d'enseignement, à la caricaturer et à la mettre uniquement sur ce terrain-là. Il faut des enseignants qui soient en nombre suffisant, il faut des enseignants qui soient correctement rémunérés. Moi, je suis plus meurtri aujourd'hui par une forme de déprime dans le monde enseignant. Aujourd'hui, un enseignant qui débute, il gagne 1,3 fois le SMIC, quand au début des années 80, il gagnait environ 2 fois le SMIC. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de relégation dans la société du statut des enseignants. En Allemagne, le respect et la qualité du travail, c'est aussi parce qu'on a des enseignants qui sont presque 2 fois plus payés en début de carrière que les enseignants français. Donc vous voyez, c'est une combinaison. Tout se passe à l'école. Je suis absolument d'accord sur les principes de la République, la transmission des savoirs. Mais alors dans ce cas-là, il faut vraiment s'en donner les moyens et pas se payer de mots. Jérôme Guedj, le budget, vous y faisiez allusion à l'instant, les postes de professeurs qui seraient supprimés, 4000 postes. Il faut dire qu'il y a moins d'élèves scolarisés. Mais bon, le budget. C'est l'occasion précisément d'avoir moins de profs, moins d'élèves par classe. On a moins de moyens. Oui, mais c'est une question de choix, parce qu'on va parler du budget. C'est pas une question d'explosion des dépenses. Aujourd'hui, c'est un appauvrissement au niveau des recettes. Voilà. Que ce soit pour le budget de la sécurité sociale, moi j'ai beaucoup travaillé pendant 3 semaines sur le budget de la Sécu et malheureusement on n'a pas pu le voter à la fin, ou pour le budget de l'État, ou pour le budget de l'État, le choix qui est fait, c'est très facile de dire écoutez, il n'y a plus de recettes, il y a un déficit, donc on coupe dans les dépenses. C'est un problème de recettes. Que ce soit pour le budget de l'État, où il y a environ presque 60 milliards depuis 2017 de recettes qui ont été diminuées, que ce soit par des exonérations d'impôts, par des suppressions d'impôts, qui concernent une petite partie. C'est pas l'impôt du plus grand nombre qui a été supprimé. Sur la sécurité sociale, on est à 80 milliards d'exonérations de cotisations patronales. Est-ce que ça marche ? Voilà. Est-ce que quand
le gouvernement, pour la première fois, réfléchit à se dire peut-être qu'on peut revenir sur certaines de ces exonérations, 5 milliards d'euros, c'est pas colossal, eh bien c'est sa propre majorité, je mets beaucoup de guillemets, qui rejette ce type de disposition. Donc on a un problème de recettes, pas un problème de dépenses. Michel Barnier qui dit dans Sud-Ouest qu'il utilisera probablement le 49.3, c'est plus que probable, non? Ça va passer par 49.3. C'est certain, simplement la différence avec Elisabeth Borne, c'est que lui, il ne le fait pas dès le début, puisqu'il pense qu'il va pouvoir mieux négocier avec les sénateurs républicains, de la droite républicaine au Sénat. Et donc, quand le texte reviendra fin novembre, début décembre, après une commission mixte paritaire, il y aura un 49.3. Mais le résultat est le même. Moi, je suis frustré comme parlementaire, je vous reparlais du budget de la Sécu, de ne pas avoir pu parler, par exemple, du gel des pensions de retraite. On n'a pas pu aborder dans l'hémicycle ce sujet-là. Ils ont fait traîner pour qu'on n'y arrive pas. Pourtant, ça préoccupe l'ensemble des retraités de savoir si au 1er janvier 2025, ils vont avoir une revalorisation de leur pension de retraite. Ça a été annoncé par ça a été annoncé par le Premier ministre. Sera revalorisé. Oui, mais au bout du bout, j'espère que tout le monde a bien compris que ce ne sera pas à la hauteur de ce qui était prévu. C'est une sorte de demi-mesure. Il y a au moins 9 millions de retraités qui seront pénalisés, puisque seuls ceux qui ont des retraites inférieures au SMIC, à 1 400 €, auront une demi-revalorisation. Et l'année d'après, en 2026, ce sera sur la base de cette demi-revalorisation à 0,9% au lieu de 1,8%. Concrètement, c'est quelques centaines d'euros de moins par an pour des gens qui ont besoin de payer leur mutuelle, qui ont besoin d'avoir un peu de mou, si j'ose dire, pour leur quotidien, leur logement ou faire plaisir à leurs petits-enfants. C'est ça qui va manquer dans le budget des retraités. Et je le redis, alors que d'autres solutions étaient possibles. Dans ce même budget de la sécurité sociale, à la place de cette mesure, nous on avait dit on peut dégager des retraites pour taxer par exemple les retraites chapeaux, pour taxer les distributions gratuites d'actions. Ça, c'est pas le commun des Français qui était concerné. La politique, c'est des choix. Et là, on a fait les mauvais choix de pénaliser tous les retraités plutôt que d'aller mettre dans l'effort collectif et dans une forme de patriotisme économique, eh bien, ceux qui, par exemple, continuent à distribuer de grands dividendes et beaucoup de dividendes aujourd'hui. Jérôme Guedj, député PS de l'Essonne, invité de la grande interview CNews Europe 1. Je voulais vous entendre sur la grève des fonctionnaires. Plusieurs syndicats de fonctionnaires veulent faire grève le 5 décembre. Ils refusent les économies demandées, notamment les 3 jours de carence et la réduction de l'indemnisation des petits arrêts maladie. Vous comprenez cette grève de fonctionnaires le 5 décembre? Dans ce pays, le service public, il est absolument indispensable. Moi, on est d'accord. Eh ben oui, mais sauf que non, mais attends, moi je suis un peu effaré quand je vois le nouveau ministre de la fonction publique tweeter de manière enthousiaste et complètement béate face à Elon Musk. Voilà, ou quand je vois Valérie Pécresse qui dit ah bah oui, il faut faire un comité de la hache pour sabrer dans la bureaucratie. La réalité, c'est sabrer dans les services publics. Concrètement, c'est l'hôpital, c'est l'école dont on vient de parler, c'est la police et la justice. Il n'y a pas d'économie à faire dans les services publics, tout va bien. Non, mais je serai le dernier à vous dire ça. Il y a de l'efficacité et de l'efficience de la dépense publique qu'il faut chercher partout. Mais il faut d'abord se poser la question de la qualité du service qui est rendu. La grève, c'est un constat d'échec, toujours. Donc moi, je préfère qu'il y ait des préavis, qu'on négocie et que le gouvernement, par exemple, se dise que sur les jours de carence ou sur la moindre indemnisation des petits arrêts de travail, comme vous le dites, il faut se poser la question, pourquoi il y a ça ? C'est quoi les questions de qualité de vie au travail, de pénibilité dans un certain nombre de ces métiers? Pourquoi la fonction publique territoriale? Non, mais je voulais lever les... Moi, j'ai été président d'un département. Voilà. J'avais 4500 agents. Pourquoi il y a plus d'arrêts maladie dans la fonction publique? Parce que le profil des gens qui travaillent dans la fonction publique est pas le même. Il y a plus de femmes dans la fonction publique. On a une population plus âgée en termes de pyramide des âges. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des métiers pénibles dans la fonction publique. Il ne faut pas avoir une vision courtelinesque du fonctionnaire. Dans le privé. Ils existent aussi, mais vous savez, le rapport de l'IGAS sur la base duquel la discussion a lieu dit, bon, les différences ne sont pas gigantesques entre les 11,6 jours d'absentéisme pour raison maladie dans le secteur privé et les 14 jours dans le secteur public. La différence, c'est le profil des métiers et d'âge des agents de la fonction publique. Jérôme Guedj, sur CNews et Europe 1, à votre place, fin octobre, il y avait un autre élu, j'allais dire un élu local, vous êtes député, mais en tout cas, c'était Christian Estrosi, maire de Nice. Et il nous disait que la question de l'emploi à vie des fonctionnaires, je pense aux abus, parce que c'est la question sous-jacente en fait sur les arrêts maladie. Est-ce que les fonctionnaires n'abusent pas des arrêts maladie parce qu'ils ont l'emploi à vie? Il disait que la question de l'emploi à vie des fonctionnaires devait être posée.
Non, mais il y a des vieilles lunes de la droite républicaine qui consistent à dire que voilà, il y a des abus. Alors dans ce cas-là, moi je veux bien qu'on pose la question de vous savez, la contrepartie de l'emploi à vie, c'est le fait que les fonctionnaires globalement sont moins payés en début de carrière, en déroulement de carrière. On parlait des enseignants que les autres. Donc c'est une sorte de deal implicite. Vous avez une garantie de l'emploi et vous acceptez une forme de modération salariale tout au long de votre vie. Moi, je poserais plutôt la question de la pertinence encore de ce deal sur le volet du niveau de la rémunération. On ne peut pas avoir une qualité de... Aujourd'hui, regardez, on a des difficultés de recrutement. Comment on va faire demain si on manque de profs de maths dans certains collèges ou dans certaines académies? Pourquoi on a une grande démission, y compris dans le champ de la santé? On a des difficultés à recruter des infirmières aujourd'hui pour faire tourner les services d'urgence ou les services d'anesthésie. Imaginez un monde sans fonctionnaires. Je sais que c'est la mode ou que c'est paresseux et facile de dire du mal des fonctionnaires. Mais c'est vieux comme le monde. Sauf que dans les moments de crise, quand il y a une tempête ou des incidents climatiques, dans les moments de drame, quand il y a des attentats, dans des moments de cohésion nationale, on repose toujours sur la qualité du service public dans ce pays. Et ne l'oublions pas. Une dernière question. Le parquet a réclamé 5 ans d'inéligibilité pour Marine Le Pen dans le procès des assistants parlementaires du FN. Si les juges suivent le parquet, Marine Le Pen ne pourra pas se présenter à la prochaine présidentielle. Vous comprenez que la justice puisse décider de fait de qui peut ou pas se présenter? Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. J'avais pas entendu Marine Le Pen, je crois même quand cette loi-là a été votée, ou les évolutions de celle-ci, s'y opposer. Je me rappelais même d'une Marine Le Pen qui disait « c'est scandaleux, les politiques qui volent l'argent des Français ». Je rappelle qu'elle disait ça au moment du procès Juppé en 2004 ou en 2005. Bon, faut pas oublier que, d'après les réquisitions, manifestement, le Rassemblement national, de manière organisée, en bande organisée, a volé l'argent des Français en détournant des financements publics au profit de son parti. Donc, moi, vous savez, la démocratie, c'est l'état de droit. Voilà. Et donc, si les juges estiment qu'on ne respecte pas la loi et que cette loi prévoit cette peine d'inéligibilité, c'est ainsi. Voilà. Donc, je sais qu'elle poussera des cris d'orfraie, mais moi, je suis respectueux de l'état de droit. Donc, on verra les décisions du juge le moment venu. Ça ne veut pas dire que pour autant, je refuse la confrontation avec les idées du Rassemblement national. Elle aura lieu de toute manière. Bon, il y a Marine Le Pen, il y a Jordan Bardella. Ils ont de quoi présenter des candidats aux différentes élections. Jérôme Guedj, député PS de l'Essonne, était l'invité de la grande interview CNews Europe 1. Merci à vous, bonne journée.